Salut les Saiyans, vous n'êtes toujours pas abonnés à votre contenu quotidien sur Dragon Ball, c'est le moment de le faire. Aujourd'hui, on va voir ce qui s'est passé à cette date dans l'univers de Dragon Ball. C'est parti! Le 2 octobre 1991, Piccolo qui vient d'arriver à Kame House reçoit les explications de Gashu à propos de la planète Makyo, avec cet épisode 110 de Dragon Ball Z. Makyo, c'est en version originale, est la planète d'origine des membres du clan des démons, Mazoku, qui passe près de la Terre tous les 1000 ans et provoque le power-up des Mazoku vivant sur la planète bleue. Leurs pouvoirs sont alors démultipliés, c'est ainsi que Garlic Jr. a pu sortir de lui-même de la Dead Zone dans laquelle il s'était fait emprisonner dans le premier film DBZ. Nos amis apprennent que Dieu a été emprisonné par Garlic Jr. et que l'Aquamist se répand actuellement sur le monde pour transformer ses habitants en membres du clan des démons. Et il lui faut 24 heures pour que ses effets soient permanents. En gros, Tard et Vinegar jouent ici les rôles des middle boss qui donnent des infos essentielles à notre petit groupe pour aller régler la situation. Vu que c'est grâce à ces éclaircissements que Gohan, Kulilin et Marron se rendent à la Tour Karine, puis au sanctuaire de Dieu pour tenter d'obtenir la Super-Eau divine. Ouais, deux trucs. Déjà, la Choshinsui, donc la super-eau divine, est censée être un poison permettant la libération du potentiel latent à ceux qui en possèdent. C'est ce que Goku avait bu durant l'arc Piccolo Daimao. Donc sa fonction est très différente ici. Mais s'agit-il seulement de la même super-eau divine ? Et ensuite, Marron est déposé à la Tour Karine, car évidemment ça risque de chauffer à l'étage contre Garlic Jr. et ses sbires. Chauffer, ça chauffe, avec la copine de Kulilin qui débarque en maillot de bain en lieu sacré. En tout cas, Higher Dragon est très fort, car avec le 5ème film DBZ, c'est la deuxième fois qu'il permet à quelqu'un de monter à la Tour Karine. Et puisqu'on parle du Shire Myth, il utilise de nouveau sa capacité de lire les pensées. Un peu comme Goku, ou Kame Sennin. Utilisé ici sur Kulilin et Gohan. Notez sinon que dans cet arc, le sanctuaire de Dieu est systématiquement baptisé Tenkai, le paradis. Ça se retrouve aussi dans le titre de l'épisode. Attention seulement, Tenkai signifie littéralement monde céleste. Il est à différencier du véritable paradis Tengoku, qui lui se trouve dans l'autre monde. Un truc que je comprends pas par contre. Pourquoi Piccolo se transforme, entre guillemets, en membre du clan des démons après avoir été mordu? C'est pas des vampires pourtant. Va savoir, en tout cas Gashu pensait clairement que c'était efficace pour le transformer et Piccolo semble donc changer de camp à l'issue de cet épisode. Pendant qu'en parallèle, Vegeta fait des ravages dans l'espace. Sur la planète Litto, la planète des Littoliens ou Litto Seijin, qui sont de petits extraterrestres mentionnés dans le manga. Ah ouais, avec les armures de combat. Effectivement, ils portent tous les mêmes tenues que Gohan portait sur la planète Namek. Et en parlant de tenue, celle de Vegeta semble s'être réparée toute seule. On rappelle quand même qu'il avait un trou au niveau du cœur et un autre au niveau de l'abdomen et dans le dos, suite aux événements de l'arc Namek, et il n'en a pas changé entre temps. Le 2 octobre 2016 était diffusé l'épisode 60 de DBS sur Fuji TV. Après s'être rendu dans le royaume des Kaioshin de l'univers 10, Goku et les siens découvrent la véritable identité de Goku Black. C'est un peu la double mauvaise surprise pour eux, puisqu'ils se rendaient à nouveau dans le monde du futur de Trunks pour vérifier si Goku Black et Zamasu étaient toujours présents, et non seulement ils sont toujours là, mais en plus de ça, ils apprennent que le corps que possède Black est bel et bien celui de Goku, qu'il a lui-même tué. Ce n'est pas étonnant qu'ils soient encore en vie, puisque comme Trunks l'expliquait dans l'œuvre originale et dans DBZ, les changements qui ont lieu dans le monde présent n'affectent en rien son monde futur, qui se déroule donc sur une chronologie différente. Zamasu a donc été tué dans le monde de l'histoire principale, mais dans le monde de Trunks, comme dans d'autres mondes alternatifs, il continue à vivre. D'ailleurs ça, Trunks du futur le resitue dans cet épisode, puisque ni Beerus ni le Trunks du présent ne semblaient avoir compris comment fonctionnaient les mondes alternatifs. Ça permet aussi d'expliquer le pourquoi du comment au nouveau public, en plus d'envoyer une piqûre de rappel aux anciens. Goku ne semble pas avoir eu sa piqûre lui par contre. Ah, tu sais très bien qu'il les déteste. Et comme on parle de piqûre de rappel, Toei nous repasse la victoire de Trunks du futur sur les numéros 17 et numéro 18 de son monde, le tout sans véritable animation. Bulma découvre aussi le monde futur ravagé de Trunks pour la première fois. Pourquoi elle est venue elle d'ailleurs ? Bah comme la fois où Frieza et son père arrivaient sur Terre, elle est juste venue pour voir. Elle a bien pu voir que Goku était devenu con et qu'il n'avait jamais vu deux personnes coller leur bouche l'une contre l'autre en tout cas. Ouais, cette remarque est d'ailleurs aussi présente dans le manga DBS chapitre 18. Dans les deux cas, Trunks sauve Mai, blessée en lui donnant un senzu à ingérer alors qu'elle est inconsciente. Un an avant l'épisode de DBZ qu'on vient de voir il y a quelques minutes, sortait le chapitre 294 de Dragon Ball dans les pages du magazine Weekly Shonen Jump numéro 44. Le sous-titre présent sur la page cover nous dit « Qu'allez-vous faire ? Le troisième vœu des Dragon Ball. » Moi perso j'aurais demandé une cure. On s'en fout de ce que tu veux là, il y a largement plus urgent, Piccolo vient de ressusciter, il faut absolument qu'il arrive. Ouais bah il peut pas admirer le paysage et arriver, à un moment donné faut choisir aussi. Bah après il lui en veut pas, il se sent nostalgique, ce sont ses racines qui parlent. Ça parle des racines. Au même moment, Vegeta tente d'obtenir l'immortalité auprès de Polunga en forçant Dende à prononcer le souhait sous la menace que représente le tyran qui arrive. Mais il est déjà trop tard, le dieu des rêves Polunga disparaît avec les Dragon Ball qui redeviennent de simples pierres, signe que le grand doyen vient de s'éteindre. Putain, ils étaient à deux doigts.
À deux doigts, je sais pas, mais Frieza lui a déjà les 6 orteils posés sur le rocher qui les surplombe, mais il vient d'arriver. Le scénario nous propose des surprises en pagaille. Entre Frieza qui s'énerve véritablement pour la première fois devant quelqu'un, nous dévoilant ainsi son vrai visage cruel, et Piccolo qui aperçoit Nail, laissé pour mort, au sol, y a de quoi perdre la tête. Que va-t-il se passer ensuite? Un excellent chapitre n'empêche pas de petites erreurs, comme ici avec cette case où l'on peut distinguer une épaulette sur l'armure de combat de Vegeta, chose tout à fait improbable, puisqu'il porte une armure sans épaulette depuis qu'il en a changé dans le vaisseau de Frieza, chapitre 287. Le 2 octobre 1992 maintenant, c'est le 32e volume de Dragon Ball dans son édition Tankobon qui sortait en librairie au Japon. Il contient les chapitres 374 à 385 et couvre donc du Shin-Kikoho de Tenshinhan face à Cell jusqu'à la défaite de Vegeta contre l'humain artificiel qui vient d'obtenir sa forme parfaite. Notez que cette cover de tome verra son illustration être adaptée en carte de combat dans le jeu mobile Dragon Ball Z Dokkan Battle. Plus anecdotique cette fois, le 2 octobre 2009 sortait au Japon le TV Ban Anime Comics volume 4 de l'arc de la résurrection de Buu, Majin Buu Katsuhen. Il était mis en valeur par cette superbe illustration de Majin Vegeta signée Katsuyoshi Nakatsuru. Le 2 octobre 2012 devait initialement sortir Dragon Ball Z pour Kinect sur Xbox 360, un jeu au graphisme semblable à ceux d'Ultimate Blast qui nécessite la Kinect pour pouvoir y jouer bien sûr. Ce jeu qui fonctionne avec la reconnaissance des mouvements permettait de mener des missions et des combats en vrai. Épuisant. Ouais bon après ça permettait aussi de faire son sport en jouant en jeu vidéo. Dites-nous d'ailleurs si vous avez déjà essayé ce jeu. Ce qu'il y a de bien, c'est que comme l'épisode of Bardock venait de sortir en 2011, le jeu l'intègre en guise de bonus. Un peu comme Raging Blast 2 avait fait avec le plan d'extermination des Super Saiyans. Ouais, sauf que dans le second cas de figure, l'animé bonus était clairement créé pour être diffusé avec le jeu. DBZ pour Kinect se sert à l'inverse de l'animé pour proposer Bardock Super Saiyan en tant que personnage jouable. Bardock Super Saiyan? J'aime bien. Le 2 octobre, c'est la date anniversaire de la chanteuse de J-pop Ayumi Hamasaki, qui avait notamment signé le thème musical de Dragon Ball Evolution, Rule. Un thème plutôt à l'inverse du film, c'est-à-dire cool. C'est aussi l'anniversaire de Hiroyuki Sato, un seiyuu qui a œuvré sur plusieurs rôles secondaires sur DBZ et qui hérita du rôle non négligeable de Neji, le leader du Mega Canon Sigma dans Dragon Ball GT. Sinon, bad news, le 2 octobre 2007 est décédé le seiyuu vétéran Koichi Kitamura. Il avait incarné SK dans l'épisode 5 de DBGT. Faudra attendre la deuxième partie d'octobre pour la suite de la série. En revanche, vous n'aurez pas à patienter pour la suite des anecdotes quotidiennes puisqu'on se retrouve demain. Sur DB Times. Matane.